Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade théâtrale. Si vous n'avez pas l'habitude ou tout simplement vous êtes curieux de découvrir ou peut-être redécouvrir dans les détails la vie d'un grand sportif de notre histoire, eh bien je vous propose de vous rendre à Tropicatrium. Pour nous parler de cet événement autour de la carrière de François Pavilla, je reçois aujourd'hui Jean-José Alpha. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Zitata. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau que je découvre. Eh bien, un plaisir partagé. Alors, vous êtes ici parce que vous êtes metteur en scène, mais aussi dramaturge. Et aujourd'hui, vous nous présentez cette pièce de théâtre autour de ce sportif, peut-être oublié de certains, et puis qui peut aussi commémorer, ça va commémorer des souvenirs chez d'autres. Pouvez-vous nous le présenter, s'il vous plaît? D'abord, il s'agit d'un personnage particulier, qui a commencé sa vie vraiment sociale, en quelque sorte, comme tout le monde. À la différence que nous nous situons en 1950, à quelques encablures de l'abolition de l'esclavage en 1948. Donc on n'est même pas à quelques années. Et la Martinique, en ce temps-là, je précise le contexte en quelque sorte, la Martinique est en train de se refaire. La population martiniquaise est en train de découvrir, en fait, en réalité, sa relation avec la France. Et la France métropolitaine, j'entends, puisque la départementalisation de 1946 vient d'être votée. Et donc, ça fait déjà près d'un siècle, pratiquement, et quelques, que les Martiniquais sont différents de l'esclavage. Mais il y a des relents. Toutes ces populations qui sortent des mornes de la Martinique, qui investissent les centres-villes, puisqu'on commence par Fort-de-France, mais du moins par Saint-Pierre, et ensuite par Fort-de-France, et ensuite les bouts même des différentes communes, ces populations sont là et elles découvrent ce qu'on appelle l'assimilation. On est français. On est français, mais bon, à part entière, c'est vrai. Mais on n'a pas toutes les facilités, mais toutes les prérogatives des Français, tous les avantages sociaux, en quelque sorte, des Français de la métropole. Voilà un peu, grosso modo, dresser le contexte. Et puis surtout, à cette période-là, dans quelques temps, il y aura l'amiral Robert, la Deuxième Guerre mondiale, qui vient avec ces blocus, en quelque sorte, qui vont tenir la Martinique dans une situation économique particulière. Donc ça montre à quel point, je rebondis sur ce que vous dites, à quel point l'importance du personnage que l'on va découvrir ensemble, faire carrière, briller, arriver à ce niveau-là, maintenant, à présent, c'est une évidence. On peut se dire, tiens, je vais devenir sportif de haut niveau, je viens des Antilles. Mais à l'époque, c'était exceptionnel. Tout à fait. Alors, d'autant plus exceptionnel que c'est son père, en fait, Fernand, coiffeur de son état, qui, à la force du poignet, évidemment, essaie de se dresser économiquement, trouver des possibilités pour élever ses enfants. Eh bien, François partira comme ça. Fernand va l'embarquer dans l'aventure de la découverte de la métropole pour qu'il puisse lui-même se faire une place dans la société française, je dis bien, général de Gaulle, etc., etc. Bon. Et donc, il s'en va en 1951. Il s'en va en 1951 et il prend le bateau, parce qu'il n'y a pas encore l'avion. Il prend le bateau seul. Il a 14 ans. Il est de 1937. Il a 14 ans et il arrive en France. Il faut savoir aussi que, avant lui, ses cousins, les Nollet, Fernand et Théo Nollet, sont des boxeurs, c'est des espèces de bêtes, des types assez... Moi-même, joué un rôle. J'ai eu l'occasion de connaître l'un des deux frères, Nollet, qui était revenu en Martinique, qui a fini sa vie en Martinique. Et ils ont soulagé en quelque sorte. Ils ont répondu à la demande de Fernand, le père, et là, les documents sont très clairs, pour recevoir François en France. À partir de son potentiel physique, parce que François, c'est un garçon qui n'est pas très grand, qui fait à peu près 1m70, 72, grand maximum, un peu comme moi, tiens, 1m73. Quoique je ne m'assimile pas à François, mais enfin, je n'ai pas cette musculature déjà qu'il avait déjà développée. Bon, à l'époque, il avait une vingtaine d'années quand il a été champion. Oui. Je vous fais relativiser. Non, je vous remercie. Mais surtout, c'est que les Nollet disent au père, mais non, mais il faut qu'il vienne là-bas.
et on va l'entraîner, on va le préparer à la boxe. Et surtout, une telle préparation, il n'était pas seul, parce qu'il est arrivé là-bas. Ensuite, on va voir qu'il a une famille, une femme qui a été très importante et qui compte beaucoup dans votre récit. D'où le titre de votre pièce que vous allez pouvoir divulguer à présent, qui va arriver plus tard. Mais ça va l'amener à être consacré et sacré, quand même 3 fois champion de France et vice-champion du monde. On y arrive. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais enfin, je veux dire que c'était le contexte que je vous présentais. Et les Martiniquais qui avaient cette chance de partir, à part évidemment ceux qui étaient un petit peu de la classe sociale supérieure, qui avaient les possibilités financières de prendre le bateau avec les familles, pouvaient partir, émigrer là-bas, tout de suite pour les enfants qui allaient entrer en études médicales, de médecine, etc. Et là, François, lui, c'est le tertiaire, quoi, en quelque sorte. Et là, quand il arrive là-bas, les frères Nollet l'accueillent et ils l'amènent donc à la salle de boxe de M. Traxel. Traxel, c'est lui qui entraînait d'ailleurs pas mal de gars, tels que par exemple Ray Sugar Robinson, par exemple, enfin des Américains qui venaient en France et qui passaient comme ça, et qui s'entraînaient dans la salle de M. Traxel. Et un an après, c'est là que les choses se déclenchent, un an après, il a quand même eu quelques victoires amateurs, parce qu'il est toujours amateur. Un an après, c'est M. Bretonnel, Jean Bretonnel, un autre Jean d'ailleurs, qui le découvre et qui lui permet de gravir 2 marches. Il devient à ce moment-là professionnel. Et là, c'est la cata pour les adversaires. Il va donc ratiboiser tous ceux qui se présentent. Le déclic est fait, bien sûr. Il ratiboise tous ceux qui se présentent devant lui, avec évidemment quelques aventures un peu rocambolesques. Mais il va quand même tenir le haut du tableau et il devient champion du monde en 1964. Et comment est perçue ces victoires ? Ici, est-ce qu'on réalise la fierté ? Comment, à l'époque, on s'approprie ? C'est l'explosion, madame. C'est l'explosion. Vous savez qu'on communiquait avec la France métropolitaine, on recevait les informations, mais nous n'en avions pas véritablement. Au début, c'était le début de l'EATF, en quelque sorte en Martinique. On recevait plutôt des radios de la zone caribéenne, des radios espagnoles, etc. Mais dans la relation avec la France, c'était assez limité. Mais par contre, nous recevions les informations de France. C'est-à-dire que la radio qu'on mettait là, c'était par l'ORTF et on avait des informations de France. Les matchs étaient diffusés, radio diffusée. Et donc, c'est l'explosion totale à la Martinique. Totale à la Martinique. Les gens, en général, c'était chez les coiffeurs, en général, c'était dans les espaces publics, en quelque sorte. À partir du moment où il y en a un qui a une radio, tout le monde s'agglomère autour, et puis bon, c'est l'explosion totale. Et surtout quand François matchait. Alors, au début, c'était un peu timide, mais au fur et à mesure que les choses avancent, et que lui-même, non seulement il gagne, il a son palmarès s'enrichit, mais aussi il enrichit son manager. Parce qu'il ne faut pas croire que ça se passe pour les beaux yeux de la princesse, et que bon, l'argent arrive, et puis on en fait vraiment des choses qui sont peut-être pas très louables à ce moment-là, bookmakers et compagnie. Mais François monte de plusieurs crans, et il devient le cran supérieur, et il devient champion de France en 1964. Alors, comme tout champion, on les voit seuls dans la victoire, mais il y a une équipe derrière. On a parlé de l'entraînement, des personnes clés sur le domaine professionnel et sportif, mais il y a sa vie personnelle que j'ai évoquée auparavant, notamment avec ses nombreux enfants et sa femme. Alors, sa femme, dont vous allez reprendre l'existence et vous allez choisir votre titre de la pièce par rapport à Manuela. ça. En effet, Manuela arrive dans sa vie, il a 24 ans. Il a 24 ans, donc en 51, il arrive, il commence à gravir les échelons. 10 ans plus tard, 61, et il a déjà donc 24 ans à peu près. Et donc, comme il rencontre Manuela. Ils ont eu 5 enfants. 5 enfants, et évidemment, je ne vous raconte pas la pièce, parce que c'est Manuela qui va raconter son histoire avec lui. Mais la vie était belle, et l'argent entrait. Et ils avaient du petit appartement qu'ils avaient au faubourg du Temple,
ils sont arrivés à un appartement à Bagneux, et donc un grand appartement à Bagneux, et François lui-même gravit les échelons au fur et à mesure et devient un personnage incontournable de la boxe française, mais aussi américaine. Alors, sans spoiler la pièce, bien évidemment, mais en prenant en considération l'histoire que l'on connaît, là, à travers votre pièce, on va retranscrire cette montée dans les étoiles, et puis d'un coup, le choc, le drame, qui va faire que votre pièce est une tragédie. C'est ça, d'inspiration tragique. Enfin, c'est pas une tragédie proprement dite, puisqu'en général, la tragédie, c'est savoir qu'au départ, c'est la vérité, hein, c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'au départ, on sait que le héros va mourir. Bon, mais nous gardons le suspense, nous maintenons le suspense, parce que le héros a un tel potentiel, une telle vitalité, et il est donc promis à des choses extraordinaires. Pour les Martiniquais, en tout cas, qui hurlent pour ces Beaucoup victoires. d'espoir. Voilà, qui hurlent d'ailleurs d'espoir à la Martinique. Pour Aimé Césaire, qui va, quelque temps plus tard, va décerner, va dénommer la rue qui sort depuis, qui fait pratiquement 3 kilomètres, qui sort depuis le haut du monde du pavé jusqu'à Fort-de-France, la rue François Pavilla, qui traverse Trenel devant la maison familiale. Donc, tout ça, les politiques aussi s'en mêlent. Quand il est en France, les politiques se rapprochent de lui. Un individu qui commence à briller, et qui brille aussi d'ailleurs, devient effectivement un phare pour toutes les migrations, pour ceux qui n'ont pas de bouche. Hein. Donc il va parler plus ou moins pour ceux qui n'ont pas de bouche, se faire entendre en tout cas, faire entendre cette nouvelle société martiniquaise qui justement fait partie intégrante de la société française. Alors pour incarner cette histoire, est-ce qu'il a été facile ou difficile de trouver vos comédiens? Parce qu'il faut imaginer la mise en scène, bien évidemment, et puis comprendre l'énergie que vous voulez y mettre. Comment ça s'est passé? Madame, je crois que vous avez bien compris que aborder un tel sujet demande une certaine réflexion, mais fondamentale aussi, par rapport au physique des comédiens. Je ne pouvais pas faire une histoire comme celle-là sans pour cela avoir des comédiens qui soient à la hauteur, par exemple des entraînements que je leur ai imposés. Donc nous rencontrons effectivement, et c'est la chance que nous avons eue, le club Spirit of Pavilla. C'est un club de boxe qui existe à la Martinique et qui est dirigé par un jeune gars, une espèce d'armoire, mais tellement sympathique, avec une gueule d'ange, qui s'appelle Villeron Rodrigue, ou Villeron, qui va accepter mes comédiens, notamment Monsieur Bonnegrâce, qui sera le coach d'ailleurs de François Pavilla, et aussi celui qui va tenir le rôle de Pavilla, c'est Laurent Troudard. Et donc il va les tenir pendant 1 mois, et les types sont passés à blanc, l'entraînement, etc. Et de manière à ce que... Très grand test. Oui, de manière à ce que quand ils seront en scène et qu'ils racontent l'histoire avec une distanciation théâtrale, bien entendu, parce que le spectateur, ce n'est pas des boxeurs qui sont devant lui, ce sont des gens qui vont jouer la comédie, n'est-ce pas, et en même temps raconter l'histoire. Donc, il y a une distanciation théâtrale qui est très chère à Brecht, par exemple, et qui nous permet donc de raconter cette histoire avec plus de véracité. Donc, entraînement pratiquement pendant 3 semaines, comment, avec le matériel, avec le système de respiration, et compagnie, et surtout les combinaisons de frappes nécessaires aux champions. Donc rien n'est laissé au hasard. Alors pour mettre en place cette œuvre, vous avez vous-même travaillé avec beaucoup de documentation, vous avez écrit, vous avez testé, vous avez choisi, on l'a vu, vous avez entraîné, en tout cas choisi de les faire entraîner, mais finalement, après tout ça, là, la pièce va être livrée au monde, elle a été jouée, vous avez déjà fait les répétitions. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement d'avoir choisi ce personnage? Parce que lorsqu'on crée, c'est pareil pour l'ensemble des artistes, on va à la rencontre de soi-même, hein, il faut le dire. Qu'est-ce que ça vous a amené à titre personnel? D'abord, ça m'a apporté d'abord une certaine tranquillité d'esprit. Parce que Pavilla est de ma génération. Hein. Bon, il est un peu plus âgé, il serait plus âgé que moi, il est de 37, moi je suis beaucoup plus tard. Mais quand même, ce qu'il a vécu là dans les années 50, c'est moi ce que j'ai vécu. Dans les années 60, 70, etc. Et donc, d'abord, d'une part,
ça me permet de me retrouver dans les émotions de l'époque, hein, toujours avec cet esprit de conciliabule avec, avec la France métropolitaine. Hein, oui, il faut discuter avec elle, autour de M. Aimé Césaire, autour de monsieur, avec la propulsion, je veux dire, intellectuelle de ceux qui étaient allés là à l'époque, mais aussi avec la famille de Pavilla. Parce que la famille de Pavilla s'est présentée en tant que témoin même de cette histoire. Et j'ai rencontré donc la fille de François Pavilla, qui sera d'ailleurs ici lors de la présentation du 9, et elle a validé le texte. Elle a validé le texte, et Fabienne Saurin, qui était mademoiselle Pavilla, et donc ça m'a conforté d'abord dans mon travail d'écriture, hein, bon, mais deuxièmement aussi dans l'histoire que François Pavilla peut effectivement, je veux dire, partager avec les jeunes, la jeunesse de Martiniquaise, qui, depuis quelque temps, se pose des questions. À chaque décennie, se pose des questions existentielles. Alors, on arrive, malheureusement, ça passe toujours trop vite, à la fin de notre interview, notre échange. On va rappeler les dates et les horaires. Donc, ça sera le mercredi 9 avril 2025, cette année, à 19h30, à la salle Frantz Fanon de Tropicatrium. Vous êtes le metteur en scène, dramaturge que l'on connaît, qui avait fait déjà énormément pour le théâtre martiniquais. Merci beaucoup d'être venu vous voir. Merci. Et puis, on retrouve l'ensemble des informations sur le site de Tropicatrium et sur Internet. Je vous souhaite une très belle représentation. Alors, je voulais vous dire juste ceci, parce que nous sommes dans le festival CIBA. Tout à fait, hein, on l'a évoqué. Oui. Et l'an dernier, la pièce a été en avant-première dans le Festival de Fort-de-France en 2024. Très bien. Donc je remercie les directeurs des festivals. Donc on peut toujours y retourner pour la redécouvrir, se faire plaisir. Absolument. Ou simplement venir pour la première fois. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Je compte sur vous pour sortir, aller au cinéma, au théâtre et surtout apprendre à travers la poésie et la culture sur le domaine sportif. Vous savez à quel point ça me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.